C'est évidemment un immense plaisir de vous voir aussi nombreux. Je crois que vous n'avez jamais été aussi nombreux pour la finale du concours d'éloquence d'HEC. Et je sais que certains d'entre vous, lorsque vous étiez en classe préparatoire, vous vous motiviez en regardant les vidéos sur YouTube de cette finale. Et maintenant, vous y êtes. Et vous allez pouvoir vivre cette soirée magique avec nous tous. Ils étaient une centaine au départ, ils ne sont plus que 6 pour cette finale. Et puisque nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle, nous leur avons proposé de plancher sur des répliques cultes des débats d'entre-deux tours du passé. Ils ont eu le choix de leur sujet, mais vous, public, allez pouvoir mettre quelques embûches sur leur passage. Puisque, avant le passage de chacun d'entre eux, je demanderai de façon complètement aléatoire à 2 d'entre vous de donner un mot que vous choisirez librement et que le candidat devra intégrer dans son discours au pied levé. Donc, préparez vos dictionnaires et les mots les plus incongrus. Mais évidemment, pour juger ces survivants, ces héros du concours d'éloquence d'HEC, il fallait un jury exceptionnel et je crois que ce soir, nous l'avons. Et je m'en réjouis parce que c'est un jury singulièrement féminin. Et d'abord et avant tout, pour présider ce jury, vous regardez l'émission politique, bien sûr, chaque dimanche soir, vous la connaissez, de France 3, toutes les émissions à succès qu'elle a pu présenter, et que, pour sa part, on ne présente plus. Je vous prie de faire un accueil triomphal à Madame Audrey Pulvar. Toujours dans ce jury féminin, les maternelles, c'était elle, le grand journal, c'était elle, Maïté Nabirab. Elle est une fidèle parmi les fidèles du concours d'éloquence d'HEC. Elle sera demain au Palais des Glaces, mais aujourd'hui, elle est là pour vous, comme elle est là pour vous chaque année. Caroline Vigneault. Avec Caroline, il se chargera à la fin de cette soirée de régler leur compte aux candidats. C'est mon confrère, mon complice, mon ami. C'est l'associé d'Éric Dupond-Moretti. Donc, si vous voulez tout savoir sur l'affaire Théo, si vous voulez un autographe de Karim Benzema, c'est auprès de lui qu'il faut dealer. C'est Antoine V. Ancienne journaliste au Journal du Dimanche, elle vient de sortir Femme absolument chez Lattès. Et avant, elle avait écrit chez François Bourin un ouvrage qui devrait être au programme de toutes les classes préparatoires et surtout des premières années d'HEC, puisque ça s'appelle Petit éloge de la jouissance féminine. C'est Adeline Fleury.
Il y a dans cette maison des directeurs. Il y a des directeurs et il y a des mythes. Il y a des mythes vivants. Mesdames et messieurs, Bernard Ramanantsoa. Lui est un mythe en construction, mais il y travaille chaque jour à HEC, mais aussi devant son miroir. C'est Loïc Perrache. Sans lui, vous seriez mort dans le parcours d'obstacles, vous seriez en train de croupir dans une buse à Ville-Bizarre, quelque part à Saint-Cyr-l'École. C'est Xavier Boutte. Sans elle, vous n'auriez pas réussi à finir votre mémoire de recherche post-Saint-Cyr pour justifier que vous aviez passé le parcours Guyane. Elle vous a encadré avec amour et fermeté. C'est Astrid Appert. Et enfin, il a fait HEC en 1989, mais il a vrillé. Après, il est devenu avocat d'escroc, mais finalement, c'était une façon de trouver l'escroquerie du mauvais côté. C'est Francis Triboulet. Pouvez-vous, en me regardant dans les yeux, contester ma version des faits? Souvenez-vous, pour ceux qui peuvent s'en souvenir, c'était en 1988, débat d'entre-deux tours. Chirac faisait alors face au mythe errant qui, lui-même, avait fait face en 1980 à son destin, Giscard. Excédé par les mensonges de son prédécesseur, maintenant prédécédé, d'ailleurs, Happy Birthday, Mr. President, Jacques a dit « Pouvez-vous, en me regardant dans les yeux, contester ma version des faits ?» Jacques Chirac, qui avec ce « dans les yeux » montre à tous les Français son potentiel de menace. Jacques le thug, Jacouille la fripouille. Suite à quoi Mitterrand s'empresse de lui répondre « Dans les yeux, je la conteste ». Manière plus élégante de lui dire « Jacques, va au bois ». On aurait pu l'appeler Jacques Dutronc. Pouvez-vous contester ma version des faits en me regardant dans les yeux? D'abord, on voit bien ce que cette citation a de contradictoire. Si c'est une version, c'est bien que je peux la contester, car personne n'a la version originale ou VO si vous le mettez en scène. Mais sûr de son propos et estomaqué par ceux de son alter ego surdimensionné, Jacques Léventré a le propos malheureux. Le « pouvez-vous » est accusateur, le « dans les yeux » est intense, et le « ma version » calme le jeu. Voilà là une inquisition soft, une attaque feinte, une accusation d'immoralité et, en même temps, une reconnaissance de la relativité de ses propos. Jackie Chan d'un côté, Jacques le fataliste de l'autre. Si la contradiction saute aux yeux, il faut ajouter à cela qu'il faut être bien naïf pour penser qu'il suffirait de regarder quelqu'un dans les yeux pour éviter qu'il nous mente, puisqu'on peut parfaitement détourner la vérité sans dévier du regard.
Sans cela, il y a bien longtemps que l'Occident aurait renoncé au couple monogame. Combien de couples sauvés par un honnête et franc mensonge, et combien, au contraire, sacrifiés sur le Sofitel de la vérité? Comme si l'exigence de transparence dispensait forcément d'avoir un couple en plastoc, n'importe quoi. Et puis, loin de moi l'envie de remuer le couteau dans la plaie, mais quand on parle de mensonges, difficile de ne pas évoquer cet ancien ministre délégué du budget, que pour plus d'anonymat nous appellerons Jérôme C, et qui, les yeux dans les yeux de Jean-Jacques Bourdin, a osé se blanchir avec quelques millions d'euros, le tout dans le plus grand des calmes. Mais j'arrête ici, c'est trop facile de se perdre dans des j'accuse assommants, j'accuse, qui feront certainement le bonheur des dames, mais Zola ne nous regarde pas. Mais oui, à l'heure de la transparence obligatoire, à l'heure du voyeurisme vorace, rien de tel que de défendre sa propre version des faits. Regardez Audrey Pulvar, la torride Audrey Pulvar. Accusée par Aymeric Caron de voter pour Benoît Hamon sur le plateau d'On n'est pas couché. Non, je ne vote pas Benoît Hamon, s'exclame-t-elle, et on la félicite. Si. Non pas parce qu'il est honteux de faire partie de ce club très secret que sont les électeurs de Benoît Hamon. Mais parce que chacun sait qu'entre Audrey Pulvar et certains frondeurs, c'est pourtant une grande histoire d'amour. Nietzsche avait ce beau mot dans le Gai Savoir. Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Audrey Pulvar, donc héritière en ligne directe de Nietzsche. Chaque fait qui nous parvient est toujours accompagné d'une gangue d'interprétations dont il est difficile, voire impossible de s'abstraire. Bravo Audrey, oui. Et puisque le flou règne et que nous assistons en silence au crépuscule de la vérité, suivez mon regard. Cherchons la beauté plutôt que la vérité et défendons nos opinions avec panache. N'est-ce pas d'ailleurs toute la puissance de l'éloquence que celle de défendre différentes versions des faits avec le plus de subtilité, comme le dit le non moins grand philosophe Bertrand Perrier dans le film À voix haute, l'éloquence c'est un sport de combat. Mais oui, l'important n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir raison de l'autre. C'est comme à la boxe, des lignes à droite, directes, des répliques qui percutent, les mots, la voix, le style et bien sûr le regard, tout confine à un ensemble harmonieux qui est une vérité à défendre. De telle manière que la vérité n'est peut-être rien d'autre qu'un moment de séduction. Combien nos vies auraient été différentes si nous avions toujours su trouver le mot juste ou si au contraire nous n'avions pas su mentir à 90% de nos entretiens de personnalité. Ce stage de 6 mois, l'a-t-on vraiment fait? Nous a-t-il vraiment appris le management en équipe? Ouais. Mais à force d'artifice, ne s'est-on pas trop éloigné de la vérité? N'a-t-on pas recouvert la réalité d'un discours opaque à la manière dont une veste cache le porte-manteau qui la maintient? À force d'accorder moins d'importance à ce qui est dit qu'à celui qui le dit, n'a-t-on pas entériné le mensonge? Tels sont les malheurs de sophistes. Je me rappelle le jour de ma bar mitzvah, je me souviens. Oui. J'ai demandé au rabbin si tous les versets que j'ingurgitais derrière mes boutons d'acné avaient vraiment eu lieu. Je lui dis, monsieur, rabbin, rabbi, Moïse a-t-il vraiment ouvert la mer en deux? Il me dit, tu sais, Michael, je pourrais te donner 1000 interprétations différentes, mais toi, Michael Jacob Zadoun, qu'est-ce que tu penses? Alors là, je ne sais pas du tout. Rien, je crois. Après 1 heure de question-question, c'est comme un question-réponse qui s'est fait circoncire.
Je suis sorti de là en me disant que Dieu lui-même n'était peut-être pas certain de sa version des faits bibliques. Alors que toutes ces questions occupaient mon jeudi soir, on s'amuse comme on peut. BFM TV annonce qu'un attentat a eu lieu sur les Champs-Élysées. La logorrhée médiatique commence, le robinet d'eau tiède, les journalistes se relayent un flot d'informations informes. Le terroriste a un couteau ou peut-être une bombe. Un policier est mort, peut-être même 2. Et à force de commentaires Facebook, de débats d'experts et de commentaires du commentaire, l'événement s'efface progressivement derrière le discours. C'est la défaite des faits. À force de prôner l'ouverture anarchique de la parole, le fait est rongé jusqu'à l'os. Et il en va de même pour les événements historiques et la mémoire collective. Que reste-t-il de tous ces morts et de tous ces témoignages que certains osent encore nier, des voix sous la cendre? En me rendant sur le lieu du crime, Champs-Élysées, je m'aperçois que je ne suis pas le seul touché par cette curiosité morbide qui nous incite tout de même à nous informer en continu. Les uns sont secoués, les autres n'y comprennent rien. Un homme vient même me dire « De toute façon, tout ça, là, c'est du chiquet, ça c'est pour les élections. » J'étais choqué par un tel propos, agacé, pris par cet agacement de la démocratie qui nous frappe tous de temps en temps. Xavier Jugelet, membre de la 32e compagnie, avait quitté l'avenue pour rejoindre les vrais Champs-Élysées, là où migrent les âmes vertueuses. Et la seule chose que je pouvais faire dans tout ce vacarme d'opinions contradictoires, devant ce type dont l'opinion valait la mienne au regard de la démocratie, c'était de contester sa version des faits. Car oui, chers amis, l'époque est aux faits alternatifs, tout devient télé-réalité. Que devrait-on dire à ces gens qui ne croient pas au 11 septembre sous prétexte qu'ils n'étaient pas là? Peut-être ne pas croire qu'on sait sans savoir qu'on croit. Quoi qu'il en soit, je suis rentré chez moi, révolté mais incertain, je n'y comprenais plus rien. Mes amis, je vous le dis, c'est bien Jacques Dutronc qui avait raison. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être restés jusqu'au bout. Alors, ce soir, nous sommes donc ensemble pour faire de l'éloquence. Alors, pour moi, cet art consiste uniquement à faire avaler à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Je me rappelle de la première fois qu'on m'a parlé d'éloquence. C'était en classe de 5e. Je vous en prie, prenez votre temps. C'était donc en classe de 5e, en cours de latin. J'allais alors au collège des Parrains, rue Royale. J'avais à l'époque une prof avec ce don incroyable, non pas de m'appeler Laurence, ni Laurence, comme certains aiment à le faire ici, mais Lavrance. Oui, navrant, je vous le concède. Lors de ces cours, elle nous décrivait l'histoire de la Rome antique. Elle nous faisait traduire les discours des grands orateurs de l'époque. Cicéron, Jules César, Marc Aurèle, ces personnages, ces leaders, qui avaient cette capacité de convaincre et de faire faire aux autres ce qu'ils n'auraient pas fait d'eux-mêmes. Oui, même en dormant en cours, on peut connaître les définitions de leading, bullshit and organization. Lorsque l'on reçut ce mail écrit délicatement par Mr. Amartaki, nous proposant de nous inscrire au concours, j'ai longtemps hésité. Serais-je à la hauteur? N'insulterais-je pas cet art? Et puis, je me suis dit, vas-y, ose, parce que c'est manifestement ce qu'on essaye de t'apprendre. Moi, Laurence, couscous, souk-souk, koussa premier du nom, me voilà donc dans l'arène. Mieux, en finale. Alors, je ne vais pas vous mentir, ma présence ici
Je la trouve aussi surréaliste qu'un cours de supply chain de qualité, qu'un jour de beau temps dans le nord de la France, ou qu'Audrey Pulvar qui soit aimable lors d'une émission politique. Quoi qu'il en soit, me voilà devant vous. Et de la porte de l'amphithéâtre, au pupitre derrière lequel je me trouve, ce soir, je vois des Masters P, des AD, des ADI, des grandes écoles, mais je vois également des journalistes, des avocats, des humoristes. Mais je vois quoi ? Je vois des HEC réunis ce soir parce que c'est notre soirée. Et vous, foule assoiffée de calembours, de jeux de mots, de traits d'esprit que vous êtes, je vais tâcher de vous captiver, comme Caroline Vigneault a su me captiver en quittant sa robe. Alors que nous étions un soir de Ligue des Champions et une remontada historique du FC Barcelone contre le Sporting Gijón. Ah non, pardon, contre le Paris Saint-Germain. Mais nous ne sommes pas ici pour parler football, ni de ma relation, hélas, purement fictive et contemplative, avec Madame Vigneault. Oh. Ça va être compliqué, vous êtes nombreux ce soir, hein ? Certes. Le meilleur pour la fin. Non, on n'est pas là pour parler de ça. Ceux qui me connaissent le savent. Le sang qui coule dans mes veines est en proie à de nombreux soubresauts. Mon âme n'est pas artificielle et dans le plat pays d'où je viens, on a rarement le cœur à marée basse. C'est pourquoi, lorsqu'on me provoque, dans la rue, sur un terrain sportif, dans un certain bar, j'ai tendance à me mettre en colère et à répondre à mon opposant avec ma grande répartie « Va voir ailleurs si j'y suis, espèce de fille de joie ». Bon, pas exactement avec ce terme, mais vous m'avez compris. Ces colères sont inutiles, puériles, vaines et en aucun cas saines. Mais je reste persuadé que l'homme ne peut tout garder en lui, qu'il existe des injustices contre lesquelles se mettre en colère n'est plus simplement vociférer, mais également s'indigner. Alors, je ne vous parle pas d'injustice de la vie de tous les jours. S'indigner parce que votre coloc, dans une très grande activité, a terminé tout le rouleau de sopalin, ou parce que votre chair et tendre vous a privé de la couette toute la nuit, n'aurait pas de sens et serait tout au plus ridicule envers et contre toute légitimité. Je voudrais, cependant, qu'on mesure le risque que je prends. À 22 ans, qui suis-je pour déterminer quelles colères sont saines ? Quelles injustices méritent l'indignation ? Et même si j'ai plus d'expérience que la plupart des gens dans cette salle, oui, j'ai cubé, je ne prétends pas détenir la vérité vraie. Mais, puisqu'on me donne un pupitre pour m'exprimer et une plèbe pour m'écouter, je vais donner mon humble avis. Mais je vous en prie. Il y a un groupe apparemment. Aujourd'hui, quand je lis le journal, quand je regarde la télévision, quand j'écoute la radio, partout, je vois, j'entends de la colère. Sur Facebook, mon mur d'actualité est miné à longueur de journée, à lourdeur de journaux, par des articles qui m'incitent à me mettre en colère contre les banquiers, contre les politiciens, contre les sociétés secrètes, contre les communistes, contre les immigrés, contre les étudiants d'HEC, et même contre le licenciement du pauvre Julien Lepers. Parce que certains sont en colère, ils font des guerres pour savoir qui est le meilleur copain imaginaire. D'autres nous inventent des théories du complot aussi suspectes qu'un suicide avec 3 balles dans la tête. Comme si il y avait toujours un mal qui rongeait l'homme en son sein. Comme si notre société n'était plus qu'une vulgaire agora où le vainqueur du débat est celui qui crie le plus fort et pas celui qui avance les meilleurs arguments. Au milieu de tout cet amas de revendications, d'indignation, de résistance, on se perd et on peine à mettre en scène des colères qui soient saines. Ceux qui devaient en être les principaux protagonistes sont devenus de vulgaires êtres humains qui m'attristent. Comment leur faire confiance
Ils ont tué le Christ. Mais comment pourrait-on reprocher à ces gens de se mettre en colère? Qui ose dire qu'il peut apprendre aux autres les sentiments ou changer ce que chacun porte dans son sang? Sûrement pas moi. Mon maître, Maître Yoda, oui, je suis un Jedi, disait que la peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Au terme de ma réflexion, et au regard de cette citation, je dirais qu'il n'y a pas de saine colère. Il n'y a que la colère, nue de tout attribut et autre adjectif. Mais j'ai compris que si partout on voit de la colère, dans les journaux, qu'ils soient mondiaux, régionaux, ou même au sein de cette école, pour dénoncer le prix du logement, par exemple, c'est parce que c'est l'expression de la colère qui est saine. Telle une catharsis, on exprime sa colère pour s'apaiser. Et pouvoir la proférer, c'est un gage de liberté. Cicéron, que j'ai évoqué plus tôt dans mon propos, disait que jamais le sage ne se met en colère. Mais je pense que personne dans cette salle ne pourrait, avec une honnêteté pleine, se lever et se targuer d'être sage. Et même si la tentation est grande, je pense que parfois nous devrions apprendre à nous asseoir et à écouter. Comme l'a dit un très grand poète du XXIe siècle, « We should all sit down and be humble ». Et puisque personne n'est vraiment sage, je remets aussi en cause la doctrine des singes de la sagesse. Refuser de voir le mal, de l'entendre ou de le dire fait de nous des autruches, heureuses comme des coques en pâte et qui finissent en dindons de la farce. La peur existera toujours, et avec elle la colère. Mais tant qu'on saura l'exprimer, on saura l'apaiser. Donc après tout, à défaut d'atteindre un niveau de sagesse suprême, la colère est peut-être notre dernière barricade contre la névrose à laquelle le monde qui nous entoure nous condamne. Alors, chers amis, mettons-nous en colère, mais choisissons nos batailles pour nous dresser au milieu de cet océan de complaisance, en îlot de résistance. Merci. Bon bah je vous entends plus. Ah c'est mieux. Quand je vous entends, j'ai comme un frémissement de dictature, des démangeaisons de totalitarisme. La petite bête y monte, qui monte, qui monte, qui monte. J'ai comme des envies de barricader les portes et de déclarer que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne sortirons pas avant qu'on m'ait bâillonné. Alors c'est un fait, je n'ai pas vraiment la carrure d'un dirigeant. Si ce n'est pas à 67 ans qu'on commence une carrière de dictature, à plus forte raison, ce n'est pas avec 1m67 et une voix à faire frémir toute une batterie de cuisine. Alors moi, présidente, j'aimerais bien. J'aime bien être sur le devant de la scène. On n'est pas bien là? J'aimerais bien diriger, décider, être le numéro 1, présidente de n'importe quoi. Du club de lecture 3e âge de Trüchter-Weiersheim, du syndicat des Ashkénazes strasbourgeois. Non, moi, présidente, c'est pas mon genre. Je suis une seconde, moi, une dauphine, un plan B. Je suis pas le président, je suis sa suppléante. Je suis pas la jolie, je suis sa copine. Un Oscar du second rôle. Je suis pas taillée dans le cuir des présidents, mais dans l'étoffe dont on fait les Ron Weasley, les Sancho Panza, les Buzz Aldrin,
les Pylades, les Patrocles, les Pollux, les Poulidors, les Pompées, les Porthos, les François Bayrou. Je fais partie de cette légion des pas loin, des quasi, des presque. Si les secs avaient un visage, ce serait le mien. Je suis l'envers, l'ombre, le verso, les petits, les obscurs, les sans grades. Ou plutôt si, les gradés, mais vous savez, les sous-lieutenants, les sous-fifres, les souffres-douleurs. Les autres décident, j'exécute. Je fais partie des grands du second rang, des borgnes au pays des aveugles, des petits détails de la grande chose, des points culminants de la médiocrité, car la médiocrité aussi a ses sommets, de ceux à qui on demande si je compte m'asseoir parce qu'il paraît qu'on manque de place là-haut. Bon, assez parlé de moi, j'en mérite pas tant. S'il n'en reste qu'un, je ne serai pas celui-là. On le sait quand on est un second. Ça s'entend au « oups » du coiffeur qui vous donne le dernier coup de ciseau. Ça se voit au talon qui se coince dans les bouches d'aération. Ça se sent à la salière qui se renverse dans la soupe, à l'ordi qui plante la veille de l'examen, à la voix qui casse en plein concours d'éloquence, au pantalon qui se trouve à l'entrejambe, à la mamie qui paye ses courses en pièces de 5 centimes, aux phrases qui commencent par « suite à un colis suspect ». On le sait surtout quand on obtient 34 sur 40 au code de la route alors qu'on a le droit à 5 fautes, dont 2 sur les passages à niveau à activation manuelle. Le truc de Gaulle était en couche culotte que ça existait déjà plus. Même à Jouy en Josas, le passage à niveau est automatique. Alors oui, je suis frustrée. Mais ça prouve bien qu'en France, on n'est pas à un paradoxe près. Je ne peux pas conduire une voiture, ça on l'aura compris, mais rien ne m'empêche de conduire un peuple. À sa perte, certes. Mais puisque la France est au bord du gouffre, moi, je lui ferai faire un gros pas en avant. Parce que c'est notre... Moi, je mettrai la France en marche. On sait jamais, sur un malentendu, elle peut marcher. Quand on y pense, la France, qui n'est pas loin de devenir la souffrance, c'est quand même le seul pays au monde à avoir un conditionnel passé, qui ne sert qu'à dire « j'aurais pu ». Ah, si j'avais su, si j'avais voulu, si tout ne s'était pas ligué contre moi, j'aurais pu. Ce à quoi les puristes répondent, vous le pûtes. Mais encore eût-il fallu que vous le suciez. Mais l'imparfait du subjonctif nous mènerait trop loin. Parlons plutôt du conditionnel, de ces excuses, de ces je ne sais quoi et de ces presque rien, de ces si qui mettent Paris en bouteille et l'embourbe dans une bouffante bourgeoisie. Le si, c'est le mal des seconds, c'est une malédiction française. Les présidents, les grands, les messieurs Mitterrand ne connaissent pas cette détresse du conditionnel. Ils n'ont jamais entendu cette petite musique qui fait si mal, là où l'ami, l'adoré, s'est fait la malle. Ils n'entendent pas le S muet qui fait toute la différence entre votre « je serai président » et mon « je serai président ». Je serais président si on m'écoutait, si j'en avais le courage, si je voulais, si je pouvais,
si je ne m'arrêtais pas au lac de Jouy ou sur les rives du Rubicon pour pêcher à la ligne, si le nez de Cléopâtre avait été plus court, si le destin de la France ne s'était pas déjà joué un soir de pluie dans une chambre du Sofitel de New York. Mais puisque la France souffre de son conditionnel, il est impératif de la remettre sur la voie active, d'en finir avec son passéisme, avec les propositions toutes relatives des candidats, avec leurs irrégularités invariables, leur politique de complément, leur subordination transitoire et leur tête de pou, caillou, genou, hibou, ripou. Il faut des mesures radicales. Au diable la grammaire. Le radical est aujourd'hui déterminant. Ce week-end, je suis allée voter à Strasbourg. Je reviens et je le confesse, ce soir, j'aime la marine. Stupéfaction. J'aime la marine parce que je me souviens de Potemkin, de ces marins qui ont refusé de prendre les armes contre leurs camarades et qui l'ont payé de leur vie. J'aime la marine parce que j'ai revu la cathédrale où les marins de Kronstadt ont hissé le drapeau rouge en 1918. Oui, ça vous étonne? Il y a eu un soviet de Strasbourg. Non, vraiment. Le 11 et 12 novembre 1918, l'Alsace était gérée par un soviet d'ouvriers et de paysans. Et ce qui prouve qu'au fond, son petit cœur de meule démental bien français, était bien français. Ce qui prouve que son petit cœur était bien français, c'est que comme moi, comme tous les seconds, elle a moqué son tête-à-tête avec l'histoire, son dette-à-dette avec l'économie, son traître-à-traître avec la politique. La France pile face à la gloire, aux portes de l'histoire, perdante magnifique à ce moment où, ayant l'offensive et presque la victoire, elle touche au but, ou de coups de boule en Waterloo, de DSK au Maginot, de Vercingétorix au costume Arnis. Ça y est, elle va conclure, elle le sent. La révolution, c'est nous. Et ça finit au directoire. Les Lumières, c'est nous. Et ça finit avec l'oncle raciste ce week-end à la table familiale. Les congés payés, c'est qui? C'est Bibi, c'est nous. Et ça finit en Macron-Le Pen. Bon alors, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de message dans ce que je vous dis. Je ne milite pas, je ne cherche pas à vous convaincre. Je ne respecte même pas le sujet. Je ne vais pas vous inciter à faire quoi que ce soit, je suis moi-même perdue. Tout ce que je peux faire, c'est partager mon expérience de plan B, de second choix, pour vous dire que si jamais vous aviez à choisir entre deux choses qui ne vous plaisent pas trop, comme ça arrive des fois, il vaut quand même mieux choisir le moins pire, qui reste 1000 fois meilleur que si c'était vraiment pire, à défaut du mieux, qui est 1000 fois, qui est une... Non, qui... Non, des mille qui sont meilleurs. Bref, parfois il vaut mieux éviter les discours. Les discours qui changent le monde, de toute façon, je n'y crois pas trop. En tout cas, c'est pas à jouer en Josas que vous les trouverez. Vous êtes un public beaucoup trop bienveillant. Et bien qu'on soit à un concours d'éloquence, là, c'est la vérité. Vous êtes beaucoup trop gentil de m'applaudir, ça fait chaud au cœur. Vous êtes beaucoup... Les discours ne changent pas le monde, mais ils changent la manière dont on parle, parce que je ne parle pas comme ça tous les jours, heureusement. Ils changent la manière dont on parle, et donc ils changent la manière dont on pense. Et ça, c'est important de nommer un chat, et nos présidentielles une vaste comédie. C'est tellement n'importe quoi qu'on n'entend même plus Nadine Morano.
Pardon, je l'ai écrit il y a 2 jours. Les discours, ça change la manière dont on pense à condition de jouer le jeu. Pas d'immunité littéraire, pas de langue de bois, pas de bel esprit, d'exorde, narration, péroraison. C'est pourquoi ce soir, si je ne parle pas fort bien, du moins je parlerai bien fort. Ce qui, lorsqu'on veut prendre des mesures fortes, est tout aussi bien. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à gueuler, n'hésitez pas à chanter, mais soyez sincères. Lâchez-vous, soyez fous. On dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent.